Cube Radio. Un premier coach paye pour les insuccès de son équipe. Josh McDaniels et son DG sont virés à Las Vegas. Ça tombe comme des mouches. Plusieurs équipes se retrouvent sans corps arrière à la mi-saison. C'est quoi le plan? Fin de la période des échanges dans la NFL, la zone payante vous décortique tout ça en détail. Les Chiefs affronteront les Dolphins en Allemagne et les Cowboys se frotteront aux Eagles dans la 9e semaine de la NFL. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la zone payante. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la zone payante, un 13e show de notre 5e saison. Merci d'être toujours au rendez-vous. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver et c'est un plaisir de retrouver mon ami, l'expert en football du Journal de Montréal et Québec, Stéphane Cadorette. Salut Steph! Salut, comment ça va Jean-Nic? Ben ça va, je pense à toi dans ces moments difficiles. Là, merci de le faire, merci. C'est pas facile d'être un fan des Vikings cette semaine. Incroyable, tu sais, les Vikings étaient en lancée. Écoute, je feel vraiment, là. Je sais que des fois on se moque, là, mais c'est un deuil pour les partisans des Vikings. Une équipe qui était sur une lancée avec un corps arrière qui était finalement reconnu pour ce qu'il est. Ouais. Il jouait en plus, c'était son année pour renégocier son contrat. Et Kirk Cousins, qui est un des nombreux corps qui ont tombé au combat cette semaine. Ouais, tu sais, il y en a plusieurs. On parle de Stafford, blessure au pouce, mais ça semble pas trop sérieux. Même chose pour Kenny Pickett qui va jouer jeudi malgré une blessure aux côtes. Mais tu sais, Cousins, sa saison est finie. Là. Déchirure du tendon d'Achille, il n'y a rien à faire avec ça. Puis tu le mentionnais, il est sur une année de contrat, il a 36 ans, son avenir est quand même nébuleux. Tu sais, j'ai l'impression que les Vikings vont peut-être le ramener, mais en même temps, il y avait clairement un plan de passer à autre chose là, avec lui, de peut-être se tourner vers un jeune. Là, tu confies le reste de ta saison à Jaren Hall, qui est un choix de 5e ronde, un gars athlétique, oui, qui a des qualités. Mais écoute, c'est certainement pas l'expérience puis la production de Cousins. Là, un gars qui avait 18 passes de toucher, qui complétait plus de 70% de ses passes. Puis il y avait comme une vague de sympathie. Je sais pas si t'es d'accord. C'est peut-être la série Quarterback à Netflix qui l'a rendu sympathique aux yeux de tout le monde, tu sais, travaillant, vraiment, là. C'est dommage ce qui arrive. Puis tu sais, la première chose qu'il a faite, Kirk Cousins, le lendemain, après avoir appris que sa saison était finie, il aurait pu rester chez eux, s'embarrer dans le garde-robe en position fétale, mais non. Ce qu'on aurait tous fait. Ben, probablement, là, tu sais, c'est décourageant. Lui, il est allé signer des autographes pour des petits gars, une activité d'Halloween que les Vikings avaient planifiée depuis un moment. Il a dit, je peux pas me décommander à cause de ce qui m'arrive. Il y a des gens qui comptent sur ma présence, tu sais. Ça te montre un peu le genre d'individu qu'il est, puis c'est pas mal plate. Quel bon gars. Écoute, ça s'ajoute à Richardson, à Daniel Jones, même Tyrod Taylor, ça s'ajoute à Rodgers, ça s'ajoute à Justin Fields, à Ryan Tannehill. Ça commence à être... tu sais, quand tu dis qu'il y a 7-8 équipes là, qui ont de la difficulté à garder leur carrière en santé ou ils l'ont perdu pour la saison, ça commence à faire beaucoup. Ça fait... L'autre grosse nouvelle, et là, tu sais, ça fait un bout qu'on joue à qui va être le premier qui perd sa job dans la NFL. On a finalement une réponse. Ouais, puis j'aurais pas pensé que c'était ça. Moi, j'ai souvent dit Brandon Staley, puis c'est Josh McDaniels qui est dehors avec le DG Dave Ziegler. Grand ménage à Las Vegas. Ils ont fait ça pendant la nuit, un peu comme des sauvages, là. Bon, en fin de soirée pour eux là-bas. C'est typique des Raiders, je trouve. Puis tu sais, c'est drôle, on avait une question d'un auditeur, puis ça va permettre de prendre le sujet en même temps. Richard qui nous demandait, il dit « Je suis fan des Raiders depuis 45 ans. Quand est-ce qu'on met ça dehors, Josh McDaniels? » Fait que ça montre qu'il y avait beaucoup de grogne à son endroit. Tu sais, évidemment, avec l'arsenal offensif qu'ils ont les Raiders, tu sais, un Josh Jacobs, on a signé Jimmy Garoppolo, on a Davante Adams, on a amené à bord Jacoby Meyers.
Il y a de bons ailiers rapprochés. C'est pas normal que cette équipe-là soit 30e en points marqués puis 31e en verges gagnées. Il y avait clairement un problème. Je dis pas que Josh McDaniels faisait du bon travail, clairement pas. Mais il y a un problème là, à Vegas qui est plus large que Josh McDaniels. Tu regardes... Là, on s'entend que la pression va être sur les gars qui chialent depuis un mois, là. Ben là, ça va être à eux de produire, mais... Les Davante Adams et Josh Jacobs de ce monde, là... Ouais. Josh Jacobs, là, il n'y a même pas 4 verges par portée. C'était le champion porteur l'an passé. Davante Adams, il y a quelque chose comme 142 verges à ses 5 derniers matchs. C'est ridicule. Produit pas. Est-ce que c'était le plan de match? Est-ce que c'était les gars qui en donnaient pas assez? Ça reste à voir. Mais ce qu'il faut savoir là, dans le cas des Raiders, puis qui est un peu troublant, c'est que c'est pas la première fois. Il n'y a pas un coach qui a fait plus de 3 saisons complètes depuis John Gruden de 1998 à 2001. Ça fait un sacré bail, Jean-Nic. Ça, ce que ça veut dire, c'est que année après année après année, le coach des Raiders est pas sûr. Il n'y a pas un appui du propriétaire qui est clair. Je comprends et je me répète, Josh McDaniels ne faisait pas du bon boulot à l'an 2 sur la job. Mais, écoute, là... Pourquoi maintenant, tout de suite après la date limite des transactions, à la semaine 9? C'est sûr que c'est une chicane. C'est sûr qu'ils se sont pognés dans le bureau, là. Est-ce que moi, je me demande s'il n'y avait pas une histoire de corps arrière derrière ça. McDaniels qui est peut-être attaché à Jimmy G. Peut-être que Mark Davis, le propriétaire, lui, voulait aller avec le jeune Aidan O'Connell, qui a aimé voir en match pré-saison. Il veut peut-être l'évaluer d'ici la fin de l'année. Là, il y avait peut-être tout ça qu'on va savoir dans les prochaines heures. Ça va sortir parce qu'au moment où on enregistre, il n'y a pas encore beaucoup de détails. Mais écoute, McDaniels, c'était le 12e coach des Raiders depuis 2002. À un moment donné, ça va faire. Ça suffit. Tu peux pas, à chaque 2 ans, 3 ans, repartir avec un nouveau plan, on repart à 9, on amène des nouveaux gars, on vire le personnel en place, on repart une reconstruction. C'est éternel dans le cas des Raiders. C'est une roue qui tourne sans arrêt. À un moment donné, il va falloir que l'hamster se fatigue. On a pensé aussi qu'elle allait être vendeur, eux, pendant la période qui menait à la date limite des échanges. Là, c'est terminé. Les Raiders n'ont pas bougé vraiment. Il n'y a pas beaucoup eu de mouvement. Il y en a eu. Il y a des années qu'il y a plus de mouvement, mais cette année, est-ce qu'il y a des équipes que tu vois qui se sont vraiment améliorées, puis il y en a-tu qui ont manqué une chance de s'améliorer? Ben, je suis curieux, moi, de voir, c'est sûr, le gros move de la semaine, c'est Chase Young à San Francisco, l'ailier défensif des Commanders. Il était là depuis 2020, il avait été recrue de l'année. Tu sais, c'est quand même un gros geste que posent les Niners, parce qu'eux autres, ils ont estimé qu'il n'y avait pas assez de pass rush en bon français, pas assez de pression sur le corps arrière, juste avec Nick Bosa, Javon Hargrave, Arik Armstead. C'était déjà beaucoup. Puis ils prennent le pari là, d'un joueur de location pour quelques mois. Ils ont donné un choix de 3e ronde. Bon, c'est correct, là, disons, comme prix, c'est pas alarmant. Mais c'est clair que avec les investissements massifs qu'il y a sur cette ligne défensive-là, ben écoute, Chase Young, je pense pas qu'il va rester à long terme. Je serais très surpris. Mais pour la fin de l'année, on se donne vraiment une chance pour le Super Bowl. Donc ça, c'est un move très intéressant. Que les Niners, bon, il y en a qui disaient qu'il faudrait qu'ils investissent plus dans le tertiaire. Eux, ils prennent le pari qu'avec un pass rush inarrêtable, ben les demi de coin vont mieux paraître automatiquement. Donc, c'était un peu le pari. Un move qui est peut-être passé sous le radar un peu, que moi j'aime beaucoup, Russell Douglas, demi de coin, qui était avec les Packers dans les 3 dernières années, qui passe à Buffalo. Buffalo, ben il y avait clairement un besoin. Écoute, Tre'Davious White qui s'est blessé tôt dans la saison. On va attaquer une lacune claire. Puis Douglas, ce qui est intéressant, ben il y a une propension au gros jeu tout le temps, parce que c'est un gars qui fait beaucoup d'interceptions, souvent dans des moments critiques là, dans sa carrière. Ça a été au 4e quart, même en prolongation. 10 interceptions en 3 ans, 2 pick six. Puis c'est un gars qui joue en couverture de zone sans aller trop dans les détails techniques. C'est exactement ce que les Bills font. Donc il n'y aura pas de transition de 4, 5, 6 semaines avant de dire « Ah, là, il a compris, puis ça va bien. » là. Ça devrait être tout de suite dans le bain. On performe assez rapidement. J'aime ce move-là pour les Bills. Ben sinon,
quelques gestes ici et là. Les Vikings sont allés se chercher une police d'assurance en Josh Dobbs là, à cause de la blessure de Cousins, justement, mais ils n'ont pas donné grand-chose. Puis je pense qu'on va quand même donner une chance au jeune Hall. C'est pas mauvais d'arriver avec Dobbs, là, un corps arrière qui a une certaine expérience. Donc, c'est pas mal les gestes les plus importants. On reparlera de Montez Sweat à Chicago un peu plus tard dans l'émission, si tu permets. D'accord. Ben merci, Steph. On fait une pause. Et après la pause, ben c'est l'heure des prédictions déjà pour la semaine 9 de la NFL. Bougez pas. OK, on est de retour à la zone payante. Mon nom est Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette. Et Steph, on a une bonne nouvelle à annoncer à nos auditeurs. Ouais, vas-y. On est en nomination, mon cher monsieur. Good. Écoute, il n'y a pas beaucoup de prix là, où on remet pour les podcasts. Au Canada, le plus prestigieux, c'est le Canadian Podcast Awards. Et votre balado favori est en nomination dans la meilleure série sport. Incroyable. Yes, c'est le fun. On s'auto-clappe. Ouais, alors on est bien contents. C'est grâce à vous, là, c'est grâce au fait que vous êtes des auditeurs très actifs, que vous nous écoutez à chaque semaine. Écoute, là, on a une moyenne d'écoute quasiment de 95%. C'est que les gens commencent à nous écouter puis presque finissent le podcast avec nous. Là. Fait que c'est super, on vous remercie d'être là. Puis on est en nomination, on sait pas si on va gagner, mais en tout cas, juste le fait d'être en nomination, on est bien content. C'est sûr, OK, c'est fun. 14... Ouais, exact. OK, 14 matchs cette semaine, puis Steph, écoute, je checkais avant qu'on rentre en onde. Je regardais, là, je vais avoir un bon français, si les jurys m'écoutent, là, puis c'est un des critères pour des fois qu'on serait évalué. Exact. Des 14 matchs, il y en a 12 que les favoris pour remporter le match et l'équipe visiteuse. Oh! Ça arrivera probablement pas, là. Ouais. Moi, ça, dans ma tête, ça annonce une semaine difficile, là. D'ailleurs, on peut regarder nos scores de la semaine dernière, si tu veux bien. Il y a ben oui, je veux bien. Cette semaine, ça va cette de retour. Ouais. Notre ami Thomas de Bordeaux qui a recommencé. Ben, en fait, il avait jamais arrêté. Mais il avait pris une pause une semaine, là. Oui, exact. Et donc, d'après sa compilation, il y a 13 sur 16 pour Stéphane. Yes! Et 11 sur 16 dans mon cas. Ce qui est très honorable, Jean-Nic, quand même. Oui, mais je pense que la grosse différence, là, c'est la game des Giants. Gagné, les caves. Ça n'a pas de bon sens, c'était cabochon. On en parlera au bar. Oh, que j'ai hâte de t'entendre. OK. Il va y avoir un peu de vengeance dans ton bar, je pense. You bet! OK, cette semaine, écoute, on a un bon Thursday night encore cette semaine. Moi, j'ai hâte de voir Will Levis. Ben oui, le phénomène, la légende. Hey! Ouais, Will Levis. Passe de toucher, Will Levis. Ouais. Will Levis, là, qui a quand même assuré les partisans des Titans, là, sont regaillardis avec le vieux chandail des Oilers en fin de semaine en plus. Ben oui. C'était vraiment beau, c'était vraiment cool. Fait que je suis bien content pour les partisans. J'en connais un qui est au bureau, puis je te dirais que ça me donne le goût d'y reprendre cette semaine, puis je vais y aller avec les Titans, moi, contre les Steelers, que je trouve pas mal perdus. T'es-tu en train de nous partir une Will Levis Mania? Tu sais comment que je m'amourache rapidement d'un corps arrière. Je l'avais fait avec Minshew, puis avec comment il s'appelait l'autre là qui avait Mike White. Ben Mike White était emballé aussi. Oui, avec les Jets, c'était facile de s'emballer. C'est un gars qui s'emballe. Les Steelers sont favoris par 3, donc ils sont en visiteur au Tennessee jeudi. Qui tu prends? Moi, le match n'est pas à Pittsburgh. Non. Moi, je l'ai à Tennessee. Eh bien, j'étais convaincu que c'était à Pittsburgh. Écoute, Will Levis, juste revenir sur ses exploits quand même de dimanche. Si tu veux nous confirmer ça en attendant que c'est bien à Tennessee. Là. 4 passes de toucher. Ça, là, Jean-Nic, dans l'histoire, 4 passes de toucher à un premier match en carrière dans la NFL, c'est arrivé juste 2 fois.
Écoute, je te dirais que la bonne nouvelle, c'est que c'est arrivé à Fran Tarkenton, qui est un Hall of Famer aujourd'hui, qui a amené les Vikings maintes fois au Super Bowl, qui a eu une grande carrière. La mauvaise nouvelle, c'est que... C'est à Pittsburgh, désolé. OK, pas de trouble. La mauvaise nouvelle pour Will Levis, c'est que c'est arrivé aussi à Marcus Mariota, qui a pas eu une si belle carrière, là, disons. Puis là, ça va faire frissonner les fans des Titans, ça, parce que là, écoute, Marcus Mariota, quand il avait commencé, moi, je me rappelle, c'était l'apothéose, c'était grandiose, 4 passes de toucher, donc faut faire attention, mais ça a été très encourageant. Pour vrai, là, il y a quand même quelques bombes étrangement qui manquaient de gaz, tu sais, que c'est DeAndre Hopkins qui est allé chercher dans des espèces de couvertures complètement ratées, donc on va se garder une petite gêne, mais bon, Will Levis arrivait là, tu sais, il n'y avait pas trop eu de hype autour de lui au camp d'entraînement, tu sais, c'était correct, mais sans plus, il n'a pas réussi à avoir le job de substitut derrière Tannehill, c'est Malik Willis, le choix de l'année passée qu'il l'a eu. Fait que, tu sais, il a grimpé les échelons vraiment tranquillement. Il arrive avec une performance comme ça qui sort de nulle part. C'est sûr que c'est encourageant. Cela dit, à Pittsburgh, c'est plus difficile. TJ Watt, Alex Highsmith. Oui, l'attaque se cherche, puis je pense que ça va être ça toute l'année. Il va falloir se résigner. Je pense pas que l'attaque va exploser soudainement. Pickett va jouer magané. Je pense qu'ils sont 29e en termes de points, là, les Steelers. Tu sais, ils sont 4-3. Les Steelers, étrangement, le jeu au sol depuis quelques années, ça fonctionne mal. Écoute, là, en dehors de Kenny Pickett, de George Pickens, c'est-à-dire comme receveur, bon, Deontay Johnson est revenu, mais il s'est blessé. C'est sûr que c'est embêtant, mais je vais faire confiance à leur défensive et au fait que ça se déroule à Pittsburgh. Ça peut être très intimidant pour un corps arrière recru. Moi, j'avais tout vu. OK, ben moi, j'avais tout vu à l'envers, donc c'est 12 équipes à domicile qui sont favorites. Ça a plus d'allure. Fait que j'avais tout vu à l'envers, puis j'étais paix. Mais tu te souviens de scraper le party un peu, là. Oui, mais là, en même temps, on est en nomination pour le meilleur podcast au Canada. Là. Fait que, on a le droit de faire des erreurs, là. T'sais. Ouais, mais pas trop, là. Faut se ressaisir, là. C'est vrai, t'as raison. On a une nomination à défendre. C'est vrai. OK, on s'en va en Allemagne. Les Chiefs sont l'équipe receveur en Allemagne. Donc, Tyreek Hill qui aurait bien aimé jouer son match retour à Arrowheads, mais ça sera pour une prochaine fois. Les Chiefs sont favoris par 2.5 qui vont jouer dimanche matin à 9h30. Ouais. Les gens de Francfort sont franchement gâtés, là. Hey, Francfort, un premier match dans l'histoire, puis tu te retrouves avec ces deux clubs-là. Wow! Écoute, juste pour l'anecdote, c'est un stade, le Deutsche Bank Park, qui va asseoir seulement 48 000 personnes. Hein. Puis ces 48 000 tickets-là se sont envolés en 15 minutes. Puis il y a 1 420 587 personnes qui étaient sur la liste d'attente en ligne au moment d'acheter les billets. Ça veut dire qu'il y en a une couple qui sont repartis déçus. C'est encore pire que le festival d'été, là, ça. Fait que c'est pour te mentionner un peu l'intérêt qu'il y a en Allemagne pour le football de la NFL. Donc, il y a ça. Puis comme tu disais, c'est le match revanche de Tyreek Hill, son ancienne équipe. Je pense qu'il va faire des gros jeux, là, c'est évident. Tu peux pas l'arrêter complètement, Tyreek Hill. Mais les Chiefs, deuxième équipe contre la passe cette année, ils donnent 176 verges par match. Très surprenant. Je pense que ça va continuer. Ils ont sorti un très mauvais match de leur système contre les Broncos. Puis les Dolphins, de la stat que tu m'as rentré dans la tête il y a 2 semaines de ça, quand ils affrontaient Philly, je pense. Ils ont de la misère à date contre les gros clubs. Là. Ouais, ils avaient gagné leur match. Ouais. Fait que j'y vais avec les Chiefs de mon côté, mais ça va être très serré. Tu sais, ils ont perdu contre les Bills et les Eagles, les Dolphins, là, par des moyennes de 21 points. Ça sera pas une balade comme ça là, pour les Chiefs. Là. Je pense qu'on va en avoir pour notre argent. Je me demande si ceux qui font la cédule NFL ont des petits regrets d'avoir mis ça finalement à 9h30 le matin. C'est très généreux pour les Allemands. Nous, on va être au rendez-vous, mais il y a peut-être un paquet de monde qui vont rater ça. Il annonce de la pluie, hein, à Francfort. En Allemagne, ouais. Ouais. Il annonce une dizaine de degrés, de la pluie. C'est pas parfait. Il annonce 80% de pluie à l'heure où on se parle. Je pense que, curieusement, ça peut avantager les Dolphins.
Leur jeu au sol. Ouais. Mais on m'a appris à pas miser contre Patrick Mahomes quand il a perdu la semaine d'avant. Il peut pas perdre 2 matchs de suite. Ça me fait de la peine, mais les Chiefs vont remporter ce match-là. J'espère qu'il va y avoir des points, par exemple. Puis même s'il y a beaucoup de points, je pense encore que les Chiefs vont être on top. Les Falcons qui reçoivent les Vikings. Ouais. Qui va prendre les snaps? C'est Jaron Hall, c'est confirmé. La recrue, choix de 5e ronde, un joueur de BYU. Très athlétique. T'sais, ça se peut que le gars gagne sa part de verge au sol, puis que les Vikings soient plus dans le match qu'on pense, là, puis qu'on se dise « finalement, c'est peut-être pas une catastrophe. » Mais côté aérien, ça risque d'être difficile. Puis tu sais, les Vikings vont changer du tout au tout, d'après moi, là, parce que c'est l'équipe qui passe le plus dans la ligue. 39 passes en moyenne par match. Ils vont être jumbo souvent. Ouais, on va voir des 2 tight ends puis tout le kit, là. Tu sais, c'est une équipe aussi qui, forcément, puisqu'ils passent beaucoup, courent très peu. Je pense qu'ils sont 30e au niveau du nombre de courses par match. Tu sais, on risque de voir des nouveaux Vikings. Je suis pas convaincu de cette formule-là parce que le jeu au sol ne marche pas. Que ce soit Alexander Mattison ou Cam Akers. Très difficile. Atlanta, par contre, qui peuvent très bien courir avec le ballon. Il semble qu'ils vont revenir, là, comme je le disais, avec Desmond Ridder. Je suis surpris, mais écoute, je leur donne la victoire. Ça va être un dur lendemain de veille pour les Mauves. Atlanta favori par 4.5 à domicile. Je vais y aller avec Atlanta. Moi aussi, je trouve ça triste, mais je pense que les Vikings vont avoir besoin d'un match ou deux pour se replacer. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils vont finir 4-13, mais... Non. Tu sais, t'as quand même... Si Jefferson revient, que tu joues avec Jefferson, Hawkinson, Addison, KJ Osborne, écoute, n'importe quel corps arrière, ne serait-ce qu'un peu compétent, va probablement paraître pas si mal. Mais il va avoir une petite période d'adaptation, surtout que Jefferson n'est pas là pour le moment. Les Cards, eux, qui se sont en tout cas, qui ont envoyé le signal, soit que Kyler Murray est prêt à revenir au jeu, ou soit qu'il vise la dernière position du classement. Donc, les Cards qui s'en vont rendre visite aux Browns à Cleveland. Ouais, les Browns qui sont favoris par 8 points, c'est le plus gros spread de la semaine, mesdames, messieurs. Ouais, c'est pas des gros spreads cette semaine. Il y a un peu de confusion là au début de la semaine. Peut-être que Kyler Murray va jouer. Moi, ce que je vois un peu partout, c'est que ce serait plutôt Clayton Tune qui jouerait cette semaine. Ça serait un 8e départ pour un corps arrière recru. 9 en incluant Jaron Hall d'ailleurs. Et c'est énorme. 9 corps arrière recrues qui ont amorcé des matchs déjà. Si Tune joue vraiment, là. Lui aussi, c'est un choix de 5e ronde. Il avait connu de très bons moments en pré-saison. Mais tu sais, c'est un autre monde. Tu arrives contre la ligne défensive des Browns qui réussit sac après sac après sac. C'est la meilleure défensive de la ligue contre la passe. Il donne seulement 163 verges aériennes par match. Écoute, il n'y a pas de chance. Tu vas me dire que les Cards avaient fait le coup aux Cowboys, qui était aussi une très bonne défense. Fait qu'on sait jamais, là, mais je le vois pas cette semaine. Moi, j'y vais avec les Bruns. Nous, nos favoris par 8. Moi aussi, je vais avec les Bruns. Mais un petit mot quand même pour dire que PJ Walker, là, va falloir qu'il ajoute un pied ou deux à ses passes, là. Il en manque souvent, je trouve, là. Pour un quart de la NFL, là, ça me rassurerait de savoir qu'il vise les numéros plutôt que les souliers. Mais c'est-tu ce qui est encore plus troublant? C'est que Deshaun Watson coûte pas mal plus cher que ça, puis il manque peut-être encore plus que 2 pieds à ses passes. Ouais, je sais. Puis il prévoit pas le faire jouer en fin de semaine, là. C'est encore le flou au moment où on se parle, là. C'est peut-être que, mais il faut qu'il soit à 100%. C'est très, très, très bizarre ce qui se passe à Cleveland avec Deshaun. Green Bay favori à domicile pour remporter contre les Rams. Ils sont favoris par 3. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Il est pas évident, celui-là, parce que c'est deux clubs... Moi, je sais ce que j'en pense. C'est que Jordan Love, c'est la plus grosse déception de l'année à date, là, dans mon cas, là, parce que j'avais des attentes. Peut-être que tu vas me dire pourquoi tu t'es fait des attentes avec. Ben, parce qu'il a joué quelques matchs, puis il avait l'air bon, puis pré-saison, il a assuré. Puis là, je me disais, wow, tu sais, je suis pas partisan des Packers, mais j'admire ça, une équipe, tu sais, qui passe de Brett Favre
Aaron Rodgers, puis là, tu te dis, hey, wow, un autre quart pendant 15 ans. Un côté que t'es jaloux, mais de l'autre côté que tu te dis, hey, ils ont bien géré ça, là, tu sais, puis t'aimerais ça que ton équipe prenne cet exemple-là. Mais là, Jordan Love, il est perdu, là, C'est embêtant parce que y est-tu perdu? Y a-tu juste pas assez d'expérience? T'sais, on a tendance à se dire, Jordan Love, il est dans la ligue depuis 2020, mais il jouait pas. Non, mais pas là, nécessairement il montre évident. pas des signes de gars qui a son équipe puis son attaque sur le dos, là. Le truc aussi à Green Bay, les receveurs sont tous jeunes. C'est tous des gars de première, deuxième année. Non, Tout le monde apprend sur le tas en même temps. C'est pas une formule gagnante là, pour produire rapidement à l'attaque. C'est pas dit que ça marchera jamais, mais tu sais, Romeo Doubs, Christian Watson, le tight end Luke Musgrave, ça arrête pas, c'est que des jeunes. À un moment donné, c'est la faute de qui, je le sais pas. C'est sûr que Love, c'est plus ou moins édifiant. Il y a eu des bons moments précis dans des matchs. Là, mettons, au 4e quart, tel match, il a été excellent. Mais en début de saison, là, depuis ce temps-là, il n'y en a plus. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a plus de moments, il n'y a plus de constance. Ça va un peu tout croche. Mais les Rams aussi sont tout croche. Est-ce que Matthew Stafford va jouer? On n'est pas convaincu. Ces deux clubs là en ce moment qui ont de la misère vraiment au niveau aérien. J'y vais un peu à reculons dans ce match-là. Il n'y a pas une équipe des deux qui me convainc en ce moment, mais je vais y aller avec l'équipe locale dans le doute, les Packers. OK, moi je vais avec les Rams. Je pense que les Rams, c'est une équipe, c'est une vraie équipe. Là, autant l'attaque que la défense jouent suffisamment bien pour donner la chance à son équipe de gagner, puis ça va être suffisant dans ce match-là. Victoire des Rams. Washington. Ouais. Est-ce qu'ils ont tiré un trait sur la saison en échangeant Chase Young ou c'est juste anecdotique? Non. C'est pas juste ça. Surtout, là, ils ont échangé Montez Sweat aussi. C'est vrai, leurs deux ailiers défensifs partants sont partis. Là. Écoute, si c'est pas un signal clair que, OK, merci, bonsoir, on pack nos boîtes puis on pense à l'an prochain, je te dis pas que tu peux plus gagner de match sans ces deux gars-là. Mais dans une ligue où il faut que tu mettes de la pression sur les QB, là, c'est quand même un gros message envoyé. Là, il s'en va à Foxborough affronter une équipe. Là, j'avoue que les Pants sont devenus imprévisibles. Là. Moi, c'est devenu une des équipes pour lesquelles je sais pas sur quel pied danser. Ils peuvent connaître un bon match, un mauvais match. Ils peuvent gagner contre une bonne équipe, perdre contre une mauvaise. Ah oui, tout à fait. Ils ont tenu Miami un petit bout la semaine passée. Ils peuvent encore se battre dans un match. Puis ce qui me fait peur du côté de Washington, Sam Howell joue pas mal du tout là, pour un corps arrière qui en est à sa première année comme partant. Mais Bill Belichick, les corps arrière qui ont peu d'expérience, il les met toutes dans sa petite poche. C'est connu, là. C'est pas moi qui invente ça. C'est le même depuis la nuit des temps. Il y a toujours beaucoup de plaisir à les troubler, à les mélanger. Ça risque d'être ça en fin de semaine. Puis tu sais, là, on parlait de Young puis Sweat qui sont partis. Mac Jones va avoir le temps de lancer. Là, c'est sûr, ils ont perdu Kendrick Bourne. C'est un gros morceau de leur attaque qui avait déjà pas beaucoup de morceaux. Mais je pense qu'ils vont faire juste à 7 points. Aussi? Devontae Parker qui joue pas. C'est un coup d'épée dans l'eau qu'ils ont frappé. On peut rendre un petit hommage à Sidy Sow, là, qui joue quand même très bien. Là. Je pense qu'il a fait tous les snaps contre les Dolphins. Les Dolphins sont middle of the pack, mettons, pour mettre de la pression, là, puis il a accordé aucun sac. Puis ça a été la semaine d'avant, il avait été vraiment dominant dans leur victoire, tu sais, fait que contre les Bills. C'est chapeau à Sidy Sow, honnêtement. On se serait peut-être pas attendu, même qu'il voit de l'action cette année, un choix de 4e ronde. On sait que des fois, avec Bill Belichick, ça peut être long. Il est rendu partant, puis il se tire très, très bien d'affaires. Donc, chapeau. Victoire des Pats, cette semaine. Ouais, moi aussi, victoire des Pats. Je pense que ça va être une année. Ils en gagnent une, ils en perdent deux, ils en gagnent deux, ils en perdent 4. Ça va être une victoire, ça, contre les Commanders. Les Saints, à domicile, favoris par 7 contre les Bears. Et je me répète, mais les Bears, je veux même pas perdre du temps ou prendre la place dans ma mémoire pour apprendre ou le nom du coach ou le nom du nouveau QB. Parce que tu sais que probablement que dans 2 semaines, ils seront plus là ou... Parce qu'ils ont des noms
un petit peu trop compliqué pour moi, puis 2, ils seront pas là à la fin de la saison. Il y a un petit hype là, autour du gars du carrière, là, mais je l'ai vu jouer. Écoute, là, peut-être tu vas me dire, tu aurais dû le voir un petit peu plus longtemps, mais il était vraiment brouillon, là. Puis le coach, il sera plus là. Tu me fais penser au père de famille qui dit à son fils ça vaut pas la peine que je rencontre ta blonde, ne sera peut-être plus avec à Noël. ça ressemble à ça. Tu sais que mes filles, là, je vais vouloir rencontrer le chum, puis ils sont aussi bien d'être fins. Ah, j'imagine, hein? Oh boy, la colère de Jean-Nic Gagné. Ouais. Ils veulent pas vivre ça. Non. Fait Donc, que tout ça pour dire qu'on a un match quand même. Ça va-tu être Tyson Bagent? Essaie de le retenir. Je viens de te donner Tyson quand même. C'est ça. Ou Justin Fields. Il est beau, en tout cas. Tyson Bagent, c'est vraiment... Lui, là, au college, on s'écarte, là, tu vas me dire, là, mais il a tout un look, là. Il devait avoir beaucoup de distractions, là. Ah ben, peut-être. Ça, c'est... De toute façon, au son college... Père est cool, là. C'était son père qu'on voyait dans les estrades, là, toujours célébré. Son père, oui, mais son père, tu sais c'est qui? Non? Tyler Bagent, 17 fois champion du monde de tir au poignet. Non, Je te niaise pas, là. Je te jure. Je te niaise pas. Fait que, tu sais, le gars, il a pogné son swag, là sa petite attitude, peut-être. C'est juste rigolo un peu. Mais tu sais, c'est une belle histoire, Tyson Bagent, un corps de Division 2 qui arrive dans la NFL, qui devient partant du jour au lendemain. C'est le fun. C'est cute au bout. Ça mérite d'être raconté. Mais tu as fait un très bon article. On invite les gens à les lire là-dessus. Mais tu l'as fait au bon moment. C'est le temps que je le fasse. Fallait que ça sorte. Oui, c'est sûr. Parce que. Hey boy. Si t'attendais 2 autres semaines, je pense que c'était fini. Ouais, effectivement. Mais c'est fait, c'est sorti, c'est débarrassé du système. Puis cette semaine, que ce soit Bagent, que ce soit Field, ça va être difficile contre les Saints. J'ai aimé voir, tu sais, je te parlais de la dissension un peu la semaine passée entre Derek Carr et ses receveurs. Ça a l'air à être revenu plus au beau fixe. On va voir si c'est là pour durer. Mais 511 verges d'attaque la semaine passée, les Saints, ça s'était pas vu depuis 2020. Fait que ça revolait de partout. Rashid Shaheed qui pognait des bombes à tout bout de champ. Est-ce que ça va être la même formule contre les Bears? Fort possible. C'est pas une défensive qui est très redoutable. Moi, j'y vais avec les Saints, surtout dans leur dôme. Ouais, les Saints favoris par 7, donc ça me convainc. Moi aussi, j'y vais avec la Nouvelle-Orléans. Un bon match. Les Seahawks qui sont 5-2 et Baltimore qui est 6-2. C'est un bon match, ça. Les Seahawks, donc, qui se rendront dans l'État du Maryland pour affronter les Ravens. Je vais mettre les Ravens parce que ça va bien, mais j'ai hâte de voir ce match-là parce que les Seahawks, encore, chaque année, je dis la même affaire, mais les Seahawks, je les vois pas beaucoup. Là. Puis là, je vais leur regarder ce match-là justement pour filer un peu comment que les Seahawks sont cette année. Mais je vais prendre les Ravens quand même. Les Seahawks, la plus belle amélioration qu'ils ont par rapport à l'an passé, ils se faisaient piler d'en face par la course, puis cette année, ils arrêtent tout. Les rivaux, c'est 3,6 verges par course. Fait que ça, t'élimines une partie du jeu, le côté physique des Ravens, là, ils sont capables de les maîtriser. Mais moi, c'est à l'attaque Geno Smith qui m'inquiète dernièrement. Plusieurs jeux qui créent soit des revirements ou qui devraient en créer, dont la défensive profite pas. Il est pas à son meilleur en ce moment. Lamar Jackson, à la maison, 26 victoires, 8 défaites. Il est toujours à son meilleur. Une statistique intéressante, peut-être que ça veut rien dire, mais je le mentionne pareil parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, pelaille, j'avais pas réalisé. » 17 victoires, 1 défaite, 37 touchés et 7 interceptions quand il joue contre des clubs de la conférence nationale. Répète ça, 37 victoires, combien de défaites? 17 victoires, 1 défaite, puis 37 touchés, 7 interceptions. J'ai l'impression que les clubs de la nationale, forcément, le voient pas souvent. Font moins de vidéos sur lui, moins d'analyses, décortiquent moins son jeu, puis ils font le saut quand ils le voient en personne pour vrai, à quel point il est extrêmement rapide, à quel point il est dur à saquer. Je pense que ça va être un défi. C'est accessible pour les Seahawks, c'est une excellente équipe, mais pas cette semaine. J'y vais avec les Ravens. OK, les Ravens sont favoris par 5.5. CJ Stroud.
Pas eu un match difficile là, contre la Caroline. Écoute, là, ils ont perdu contre la Caroline. Ouais. On l'avait tous les deux prédit, mais quand même, là, c'est vraiment un match pourri. Là. Tu sais, là, c'est CJ Stroud là, ce qui est en train de retomber sur terre. Il est favori 2.5 pour battre les Buccaneers cette semaine à domicile. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il va rebondir. Moi, CJ Stroud, je suis pas nécessairement inquiet pour lui. T'sais, il est prudent de manière générale avec la balle. Il fera pas de gaffe de fou. Les Bucs sont 28e contre la passe. C'est une belle occasion de rebondir. Moi, je les favorise dans ce match-là. Victoire des Texans. OK, je vais avec les Bucs. Moi, ils sont reposés. Si ma mémoire est bonne, ils étaient en Ben, bail ils ont un mini-bail de 10 jours parce qu'ils ont joué jeudi contre les Bucs. Ils ont joué jeudi, c'est ça. Ouais. Mais je pense que ils vont avoir le temps de se ressaisir et ils vont battre Houston qui vont traverser un petit passage à vide. Les Panthers, première victoire de Bryce Young. 2 de suite? 2 de suite? Ah ouais, c'est ce que tu calls contre les Colts? Ah ouais donc! 2 de suite non! pour Bryce Young et les Panthers. Non. Ah, je suis game. Je me sens fou aujourd'hui, Jean-Nic. Non, mais écoute, les Colts, là, ça fait 3 semaines en ligne, ils donnent 37, 39 et 38 points. J'aime pas ça, là, tu sais. Bryce Young, sans parler d'un corps qui est arrivé au prochain niveau, je trouve qu'il y a des signes encourageants dans les dernières semaines, tu sais, 70% de passes complétées la semaine passée. Ça fait une couple de fois qu'il est plus que 225 verges, tu sais, c'est des petits pas. Mais dans le cas d'un corps arrière recru qui est pas très bien entouré côté receveur, faut le dire. Tu sais, quand Adam Thielen, à l'âge qu'il a, est ton numéro 1, là, tu pourrais être mieux appuyé. Je trouve que c'est encourageant ce qu'on voit de lui. Écoute, pourquoi pas? Les Panthers. Okay, écoute. Moi, il y a trop de talent là, à Indianapolis. Là, puis Gardner, il faut qu'il connaisse un bon match. Il faut qu'il gagne un match d'abord. Là. Puis la connexion avec Pittman, ça marche. Jonathan Taylor commence à marcher. Ça, c'est vrai. Par contre, il a couru juste 12 fois la semaine passée pour 95 verges. Ça, c'est un non-sens de la part des coachs des Colts. Mais non, c'est ça. Là. Je pense qu'ils vont le faire courir plus que ça cette semaine. Victoire des Colts, qui sont négligés quand même par 2.5 points à l'étranger. Les Raiders. Écoute. Tantôt, dans les questions des auditeurs, on a un partisan des Raiders, là, puis les partisans des Raiders, j'ai envie de les prendre dans mes bras, là. C'est vraiment... un gros câlin. C'est vraiment l'équipe la plus difficile d'être partisan. Ils déménagent, sont tout le temps tout croche. Ils ont un propriétaire de clown. Quand ils ont quelqu'un de mauvais, ils le gardent. En tout cas, c'est terrible. Et là, ils reçoivent les Giants. Je sais pas qui va avoir l'intérêt pour regarder ce match-là en fin de semaine. Les favoris dans ce match-là, c'est les Raiders. 2.5 points pour battre les Giants à domicile. Ça s'annonce pas facile. Moi, je dirais ceux qui n'ont pas fermé leur piscine, c'est peut-être l'occasion. C'est pas très captivant. Là. Bon, t'as Daniel Jones qui devrait revenir avec les Giants du côté des Raiders. Blessé. Ça, c'est un carrière qu'on a oublié de mentionner tantôt, mais lui aussi on était rendu à Tommy DeVito la semaine passée. Les Giants qui ont... non, je pense pas que je sache. Puis les Giants ont fini la game avec... C'est qui le frère de Danny DeVito, c'est Arnold. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Hey, pour finir là-dessus sur l'attaque des Giants, moins 9 verges par la passe la semaine passée. Là, tu dis comment c'est possible, moins 9? Ils ont fait gagner avec... Ouais. Écoute, c'est incroyable quand même. C'est vrai qu'ils ont failli. Les Raiders, j'arrête pas de me dire, ça se peut pas. Écoute, t'as Davante Adams... t'as Josh Jacobs. Je vais continuer de leur faire confiance. Aussi, là, ils sont blessés. Là, mais... Et puis Max Crosby peut faire des dégâts dans ce match-là, c'est clair. Il joue, Max Crosby. Non, il joue très bien. Oui. Non, j'y vais avec les Raiders. Là, avant de les enterrer une fois pour toutes, non, j'ai encore confiance qu'ils peuvent, sans dire relancer leur saison, au moins gagner ce match-là. OK, moi aussi, je vais prendre les Raiders là, parce que... Écoute, à défaut d'autre chose. Ouais, c'est ça. Là. Les Giants, c'est vraiment là, terrible. Fait que je me dis, est-ce que Daniel Jones peut faire un peu la différence en courant? Écoute, je vais y aller avec les Raiders, mais c'est vraiment... comme tu dis, là, je pense que je vais aller voir si l'eau de mon spa est correcte, puis sinon, je vais en profiter pour la changer. Quoique, à 16h, il y a
les Eagles contre les Cowboys. Ah, ben oui, c'est ça. Là. Changez pas l'eau trop longtemps. Ça, c'est bon. À Philly, les Eagles qui sont favoris par 3 domiciles, mais c'est virtuellement quasiment là, une égalité dans ce cas-ci. Ça veut dire que les preneurs au livre ont confiance que les Cowboys sont for real. Là, parce que rappelle-toi qu'il y a eu des doutes à un moment donné quand ils ont perdu en début de saison, mais là... Ben, ils s'étaient fait varloper par les Niners. C'est là que ça avait créé une espèce de manque de confiance. Mais depuis ce temps-là, ils jouent mieux. Puis Dak Prescott a du succès contre les Eagles. Ses 3 derniers matchs contre les Eagles, ça a été des victoires. Les Cowboys ont inscrit beaucoup de points dans ces matchs-là. Prescott, dans les 3 matchs que je parle, 11 passes de toucher, 1 interception seulement. Donc, il est habitué d'affronter cette défense-là, puis il est capable de faire des dégâts. Moi, je vais y aller avec How about them Cowboys? Ben non! Ben oui. Je suis de même, moi. OK. Moi, je vais garder les Eagles. Non, ouais, je vais garder les Eagles. Là. C'est pas parce que je crois pas aux Cowboys, là, mais... Écoute, là, par la voie des airs, ça marche vraiment mieux, là, tu sais, là. Puis on dirait que, là, ça connecte entre Hurts et Brown. J'ai l'impression qu'il Vas-y. J'aime pas le fait que Jalen Hurts boite un peu, il est ennuyé par une blessure au genou. Contre une défense comme ça, j'aime moins ça. Tu sais, ça peut être un luxe contre d'autres équipes, là, donc il est capable de jouer avec pareil. Là. Mais là, j'aime moins ça. OK. Les Bills s'en vont affronter les Bengals, les Red Hot Bengals qui ont battu les 49ers. Là, on prend, là, je sais que là, on étire le temps depuis tantôt, là, mais juste une petite note sur les 49ers là, qu'on va voir la semaine prochaine seulement parce qu'ils sont en bail cette semaine. Là. Mais les 49ers, 3 défaites d'affilée, un Brock Purdy dont la confiance est ébranlée, et un coach qui, dans ses commentaires d'après-match, est de plus en plus à la recherche de solutions. Puis on se rappelle que George Kittle était sorti justement très baveux de son match contre les Cowboys en exhibant un chandail où c'était écrit « Fuck Dallas »,« Fuck les Cowboys ». Là, c'est-tu le karma qui est en train de rattraper les 49ers? Parce que ils en ont mangé toute une contre les Bengals. C'était pas serré, là. Non, moi je me dis, quand je t'ai calé la semaine passée, les Bengals vont gagner, j'y croyais à peine moi-même. Je me disais, ça peut-tu vraiment arriver 3 défaites de suite pour les Niners? Mais on en est là, c'est pas évident. Moi je continue de croire que c'est un club qui va se replacer. T'sais, c'est une mauvaise passe, puis c'est aussi bien qu'elle arrive en octobre. Il y a trop de bons atouts dans cette équipe-là. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Mais ça reste quand même, je pense, pas mal la crème de la conférence nationale. Ah oui, j'en démords pas. Ça? Ouais, j'en démords pas. Les Bills, ils arrivent à Cincinnati. Cincinnati, qui peut-être c'est eux aussi qui sont bons, là. Tu sais, on oublie là, qu'ils sont en train de monter là, en ce moment, là, les Bengals. Pas mal. Ils reçoivent les Bills, sont favoris par 3 les Bengals. Tu y vas avec qui? En ce moment, là, Joe Burrow joue avec confiance. T'as vu comment il bougeait contre les Niners. T'as certainement vu le match. C'était pas le même Joe Burrow que depuis le début de l'année. Là. Il c'était pas le même Joe Mixon, c'était pas le même... c'était pas le même Chase. Franchement, là, l'équipe en fin de semaine là, était prête. Là. Ben, c'était les vrais Bengals qu'on a vus dans les dernières années. T'sais, Burrow qui se sauve de la pression, qui allonge les jeux, qui s'échappe de sac du corps presque assuré, qui va chercher un first down par la course de temps en temps. Ça libère de l'espace pour justement Joe Mixon. C'est franchement beau à voir. Puis les Bills, c'est shaky là, en ce moment. 2-2 à leurs 4 derniers matchs. Contre des équipes, pas nécessairement là, des grandes puissances. Les équipes là, qui ont affronté dans ces 4 matchs-là, 13-18 là, au cumulatif, c'est pas nécessairement convaincant. Puis ils jouent pas très bien sur la route, les Bills. Là, c'est à Cincinnati, dans la jungle. Ils sont 1-3 à l'extérieur de Buffalo, les Bills, cette saison. 8 revirements. Je pense que ça va leur jouer des tours contre les Bengals. Donc, je favorise les Tigres.
Moi, j'y vais avec les Bills parce que sont dans une certaine façon. Je comprends qu'ils ont gagné en fin de jeudi, mais j'ai ça un peu en mode acculé au pied du mur. Là, Ouais. Les Jets sont pas loin. Là, les Dolphins sont en train de s'éloigner. Je pense qu'ils vont avoir un petit sentiment d'urgence. On n'est pas en fin de saison. Là, c'est pas la fin du monde perdre ce match-là, mais je sens que là, ils vont commencer à jouer avec un petit peu de chip on their shoulders, puis ça va être suffisant pour topper les Bengals. On va donner de quoi aux Bills. Souvent, ils s'élèvent par rapport à leurs adversaires. Tu sais, quand ils pognent Miami, ils sont à leur meilleur contre les Chiefs. Tu sais, c'est une équipe, des fois, qui a tendance à sortir des drôles de games contre des adversaires qu'ils devraient battre. Donc, ça se peut qu'ils sortent leur meilleur football à Cincinnati aussi. Les Chargers s'en vont à New York pour affronter les Jets. Est-ce que tu as suffisamment confiance aux Chargers pour aller battre les Jets à l'autre bout du pays? C'est une bonne question. Lourde de sens, j'en ai. Merci. Ils sont favoris. Confiance. Puis moi, j'ai trouvé que leur dernier match était un match intelligent. Tu sais, ils ont... Pour une fois, je trouve que ça a été mieux géré que d'habitude. Mais je te dis qu'il donne pas le long jeu. En tout cas, Justin Herbert, là, il est vraiment prudent. Là. Les Chargers sont aguicheurs. C'est un club aguicheur parce que ils sortent un match, là, puis on est là, wow, ce club-là peut être tellement bon. T'sais. Ils ont malmené les Bears. L'attaque aérienne a fonctionné comme à fond de train. Là, tu te dis, c'est ça les Chargers. Là, le déclic s'est fait. Puis la semaine d'après, ils font patate. C'est ça que je veux voir, là, un peu de constance. Je me dis que l'attaque des Jets est tellement mauvaise. T'sais, on s'excite un peu dès que Zach Wilson fait de quoi de pas pire. Finalement. Mais ça reste qu'il est pas très bon, Zach Wilson, à date. Là, on dira ce qu'on veut. Je vais prendre les Chargers. Ouais, moi aussi, victoire des Chargers, c'est ce qui conclut nos prédictions pour la semaine 9. Bonne chance, Steph, bonne chance à vous. N'oubliez pas de nous partager vos prédictions. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous comparer à l'expert Cadorette et au partisan moi-même. Tout de suite, les gros mots, là, expert. C'est un expert, là. Arrête d'être humble. On fait une pause, mon cher. Et après la pause, on va rejoindre justement nos auditeurs avec les questions du public. Bougez pas. Question du public. C'est la période des questions. Merci encore de nous faire parvenir vos nombreuses questions. On va essayer d'y aller rondement. Il y en a encore beaucoup, je sais. On n'aura pas le temps de tout vous passer, mais on va essayer d'en prendre le plus possible. OK. Bonjour à vous. Encore une fois, bravo pour votre émission. Merci. J'aurais aimé que Stéphane nous résume une semaine type d'entraînement dans les équipes de la NFL. Est-ce que lors des entraînements, l'offense s'entraîne contre la defense, des matchs ou contre une défense d'entraînement? C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'entraînent contre la défense partante ou contre la défense d'entraînement? Et si vous avez le temps, que pensez-vous des Chiefs de la saison 23-24? Je ne trouve pas qu'ils ont été dominants cette saison, malgré un calendrier qui leur était favorable. OK, 2 questions. Fait que dans les entraînements, est-ce que l'équipe 1 joue contre l'équipe 1? Puis est-ce que toi, des Chiefs, tu les vois aussi dominants que l'année passée ou des années précédentes? Une semaine typique, là, il va y avoir certaines séquences contre l'attaque 1 contre la défense 1, mais il va y avoir beaucoup de moments aussi où on dit l'attaque joue, mettons, contre le scout team. Là. C'est une équipe qui va tendance à imiter les tendances de l'adversaire. Fait qu'il y a certaines parties aussi qui sont consacrées à ça. Tu sais, typiquement, là, le lundi, c'est séance vidéo, gymnase, traitement, rehab, etc. Le mardi, c'est off. Le mercredi, souvent, on commence là, à installer vraiment le plan de match de la semaine contre l'adversaire. L'offense pratique contre la defense, scout team, là, comme je le disais. On va pratiquer des situations comme premier et deuxième jeu. Le jeudi, là, on est plus sur les situations de troisième essai, les unités spéciales, des choses un peu plus là, nichées. Puis le vendredi, c'est là qu'on installe souvent tout ce qui est zone payante, goal line, les 2-minute drill, des trucs comme ça.
Fait qu'on a couvert l'ensemble des bases là, pour une équipe, parce que le samedi, ben c'est juste une petite pratique très légère, marché, où on répète un peu les jeux sans le moindre contact, puis on voyage là, vers la destination. Fait que c'est un peu ça, là, une semaine typique dans la NFL. Les Chiefs. Ah oui, les Chiefs. Non, je suis pas inquiet. Écoute, dans les dernières années, on a souvent vu les Chiefs commencer l'année moyen, puis là, à un moment donné, t'arrives en novembre, puis c'est là qu'ils pognent une séquence de 10 victoires. Là. Je m'attends un peu au même genre de phénomène cette année, d'autant plus que cette année, la défense s'est vraiment, vraiment élevée par rapport aux autres années. L'attaque va trouver des solutions, là, je suis pas mal convaincu. Bonjour messieurs, toujours heureux de vous retrouver dans votre balado pour nous commenter l'actualité de la NFL. Ça, c'est notre ami Thomas, hein? Je suis pas fou, hein? Oui, Thomas de Bordeaux. Allez Thomas, comment ça va, mon pote? Oui, je me demandais si l'imitation allait suivre. Il perfectionne avec nous son accent québécois. Ah ouais donc! Ah ouais donc! Et il dit, c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue. C'est sur ce sport assez méconnu en Europe, même si la Ligue développe depuis plusieurs années le marché anglais et bientôt allemand. Peut-être un jour des matchs en France. C'est un souhait, Thomas, mais c'est pas dans... En tout cas, c'est pas dans les rumeurs. Pas dans l'immédiat, mais à long terme, oui, la NFL aimerait jouer en Espagne, en France aussi. Là, dans quel horizon, je le sais pas. Mais oui, c'est dans les cartons à long terme. Bon, puis Thomas, il dit, je perfectionne mon québécois. Il vient de découvrir notre expression « se mettre sur son 36 ». Pour décrire quelqu'un qui s'habille bien. Il dit, de son côté de l'Atlantique, nous, on se met sur son 31. Il dit que ça fait plus référence au 31 décembre, la Saint-Sylvestre, se mettre chic pour la nouvelle année. Se mettre sur son 36, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, moi non plus. Je sais pas pourquoi on dit ça. On est ignore. OK, je vais essayer de le trouver. On va répondre à ces questions. Ouais, on va répondre à ces questions. Comment expliquez-vous le déclin brutal des 49ers après un début de saison formidable? Et quels changements effectués lors de la semaine de repos pourraient remettre l'équipe sur les rails? Écoute, c'est plate à dire, mais une des grosses parties des problèmes des Niners dans les derniers matchs, ça reste Brock Purdy. Brock Purdy qui a eu des revirements qui sont carrément pas typiques de lui, de son style de jeu. Ça a été plus difficile au 4e quart, entre autres, là, contre les Bengals. Mais le match d'avant contre les Vikings aussi, je pense qu'il y a 4 interceptions maintenant au 4e quart dans ces 2 matchs-là. Ceci explique cela. Le retour de Trent Williams va aider beaucoup. C'est le meilleur bloqueur de la ligue, là, puis il est pas là en ce moment. Ça paraît. Tout le monde est plus pressé dans cette attaque-là. Puis c'est pas juste pour la passe. Tu regardes les Niners, si t'enlèves les courses de Brock Purdy, là, dans le dernier match contre Cincinnati, les Niners avaient 17 courses pour 56 verges. Tu regardes le total au complet en ajoutant les gains de Purdy. Ah, c'est pas si mal, mais il reste que le jeu au sol par les porteurs de ballon, ça a été so-so aussi. Donc, faut que Trent Williams revienne au plus vite. Puis, une chose aussi que les Niners font mal ces temps-ci, c'est les techniques de plaqué. Ça peut paraître bien simple, là. Mais en début de saison, je voyais une stat passer dans les 5 premières semaines. Il donnait en moyenne 49 verges après le contact. Dans les 3 dernières semaines, ce chiffre-là a monté à 100 verges après le premier contact. T'sais, fait qu'il y a une technique en ce moment qui est pas à point. Il faut peut-être juste revoir des éléments de base. C'est pour ça que je dis que tu ramènes Trent Williams en santé, tu peaufines un peu tes techniques en défensive. C'est pas la fin du monde en ce moment, ce qui se passe à San Francisco. Je vois pas ça comme l'apocalypse. Ils vont reprendre le dessus plus tôt que tard. Apparemment que les linguistes ne s'entendent pas et ont lancé la serviette sur ce qu'était la définition de se mettre sur son 36. Fait que c'est une expression qui n'a pas d'origine. La seule hypothèse qui existe, c'est de se dire que c'est 4 fois 9. C'est 4 fois ses habits neufs égale 36. Ouf. Bon, ouais, c'était un peu stretch. OK, ben justement, Éric Duguay et Lauriane Agouliera, bonjour à vous deux. Lauriane qui pose la question est un peu dans le même sens qu'Éric, et un peu dans le même sens que Thomas, mais Lauriane dit « Je vois que la question est posée pour les 49ers, mais je précise. Pensez-vous que le changement brutal du niveau de la défense vienne du coordonnateur défensif? Y aurait quelque chose à creuser de ce côté, selon vous, ou la responsabilité serait ailleurs? Manque de préparation, plan des jeux trop prévisibles, etc.
Et c'est une autre fan française, une autre personne, une autre cousine. Alors, bonjour Lauriane! Salut du Québec! Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de partisans. T'as dit Ariane? Non, c'est Lauriane, ouais, c'est ça, Lauriane. Ben oui. Il y a beaucoup de partisans des 49ers en France. J'avais un ami qui reste en France qui était aussi partisan des 49ers. Ah ouais? Ouais. Et donc, Lauriane, est-ce que elle vise juste en disant que on devrait peut-être s'inquiéter des tactiques du coordonnateur défensif? Difficile à dire, tu sais, là, on est passé de, tu sais, rappelle-toi, il y a quelques années, c'était Robert Saleh qui est rendu entraîneur-chef des Jets. Après ça, c'est DeMeco Ryans qui a pris la relève, promotion comme entraîneur-chef chez les Texans. C'est sûr qu'on en a perdu 2 bons. Steve Wilkes est arrivé en remplacement, tu sais, c'est pas la même énergie. Les 2 gars que j'ai mentionnés, tu sais, c'est des gars qui crient, qui bougent, sont ces lignes de côté, actifs au bout. Wilkes, lui, premièrement, il coach du boot, donc en haut sur la galerie de presse, dans une loge. C'est pas la même dynamique. Là, il y a des discussions à San Francisco. Est-ce qu'on devrait le ramener sur les lignes des côtés pour insuffler une nouvelle énergie à la défense? C'est pas non plus cette personnalité-là, Steve Wilkes, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Il fait un peu vieux sage. Donc, je le sais pas. Mais il te trouve-tu prévisible en défense? Non, pas nécessairement. Il blitz plus que les années passées. La pression à 4 fonctionnait moins bien que prévu. Puis c'est étrange parce qu'on a amené Javon Hargrave dans le milieu de la ligne pour améliorer cette notion-là. Puis c'est pire que l'an passé finalement. Donc ça, c'est étrange. Puis c'est ce qui explique pourquoi l'équipe s'est dit il faut absolument aller chercher de l'aide temporaire avec Chase Young. Donc, on va voir si ça va changer. L'effet sera peut-être pas instantané, mais je pense que ça va certainement aider à aller au corps arrière plus vite. Ça va donner une chance aux demi de coin qui sont pas si dominants. À part Charvarius Ward, il n'y a pas beaucoup de profondeur à cette position-là. Donc, ça va peut-être aider les Niners à tous les niveaux. Prochaine question de Simon Dolbeck. Simon Dolbeck, c'est un fier fidéen. Donc, un natif de Sainte-Foy, de la paroisse Saint-Benoît. Alors, salut à Simon. Yes. Est-ce que ça existe une vente de feu dans la NFL? Oui, il y a eu McCaffrey l'an passé. Je sais pas si on pouvait appeler ça une vente de feu en Caroline, un peu quand même. Mais échanger 2 ou 3 joueurs établis quand tu as un corps comme Garoppolo, le succès est pas facile. Donc, est-ce que tu échanges Adams, Jacobs, Crosby, puis tu repars à 0? Hein? Tu sais, à toutes les années, il y a des rumeurs de vente de feu. Cette année, c'était les Broncos. Il allait échanger Jerry Jeudy, il allait échanger Courtland Sutton, Garrett Bowles. Il y en a même qui parlaient de Patrick Surtain, ce qui aurait été insensé. On voit pas ça. C'est ce qu'il demandait, là, supposément. Ouais, écoute, si t'as un appel à un moment donné et qu'on t'offre des choix de première ronde, tu vas finir par dire oui, là, mais... Là, ça arrive très, très, très rarement. Tu sais, des vraies ventes de feu, il y a eu quoi? Les Dolphins, il y a quelques années, avaient laissé aller quand même plusieurs bons joueurs. Là. Mais on le voit pas souvent. Tu sais, bon, il y avait eu Fitzpatrick, Laramie Tunsil. Il y en avait une couple qui était partie d'un coup sec. Là. Puis même à ça, tu sais, les résultats sont revenus assez vite. Donc, vente de feu au football, on le voit, oui. Là, c'est clair qu'avant le début d'une année, on sait que telle équipe, bon, ils ont laissé aller tant de vétérans. Ça sera pas fameux, là, mais on le voit plus, en fait, sur le marché des joueurs autonomes que pour des transactions. Jérôme nous pose la question. Je suis un très grand fan des Packers. Nous sommes maintenant dans l'ère Jordan Love depuis le départ de Aaron Rodgers. Que pensez-vous de Jordan Love? Si les Packers terminent en bas de classement, pensez-vous qu'il pourrait être tenté de regarder pour une autre carrière? Je reste tout de même optimiste pour le développement de Love. Ça, c'est un vrai partisan des Packers. Pas de panique avec le carrière comme d'autres partisans d'autres équipes, genre moi, qui aurais déjà mis Jordan Love aux poubelles, puis j'aurais mis quelqu'un d'autre. Ben, imagine, ça ferait longtemps que Tua, il serait plus à poubelle, il serait même déchiqueté. C'est ça, là. On a été patient avec Tua. On a été patient parce que il y a bien des fois où il a connu des matchs terribles qu'on s'est dit, voyons, il y a rien à faire avec ce gars-là. Là. Mais, est-ce qu'on exclut la personne qui parle? Écoute, s'il y a quelque chose que je peux avoir avec toi, c'est aucune constance. Depuis Tank for Tua, là, depuis que dans la saison,
Pendant tous les matchs, je savais pas si je le voulais ou pas. Là, il s'est blessé au bassin, je savais plus si je le voulais ou pas. Là, ils l'ont finalement repêché 5e, je savais pas si c'était bon ou pas. C'était terrible. Encore aujourd'hui, je suis pas un de ceux qui est convaincu, là, mais là, j'avoue que il me reste moins de pourcentage pour être convaincu, mais tu sais, des fois, je trouve encore qu'il y a des... Tu sais, c'est un gars qui lance beaucoup dans l'anticipation, là. Fait que, des fois, il va lancer tellement une passe poche, mais tu vas te dire, c'est parce que c'est ça qu'il voyait, mais... Tu sais, c'est un des carrières qui garde le moins longtemps le ballon dans ses mains. Fait que ça, faut que tu aies confiance dans tes receveurs, faut que tu aies confiance qu'ils vont être au spot, là, parce que tu lances dans des spots tout le temps, là. Tu sais, tu lances pas où ils sont, là. Mais là, tu vois, je savais là, que j'activerais ta switch de passionné, là, mais Jérôme, lui, c'est pas de toi qui va entendre parler, là. C'est de Jordan Love. Mais lui, je sais pas ce qu'il pense de Jordan Love, parce qu'il nous le dit pas vraiment. À part de dire qu'il a encore confiance, ça cache quand même un doute, là. C'est déjà ça, avoir encore confiance. Moi, Jordan Love, comme je le disais tantôt, il est jeune, les receveurs sont jeunes, je donnerais une autre année. Pourquoi? Parce que 2024, il est encore sous contrat à salaire assez modeste. T'sais, il y avait eu une genre de renégociation de contrat dans son cas avant le début de l'année. C'était pour s'assurer de l'avoir en 2024 aussi, là, si jamais ça allait très bien. Écoute, tu gagnes à peu près rien à le couper. Ce que les Packers peuvent faire, ça n'empêche pas que s'ils finissent l'année vraiment tout croche, qui gagnent à peu près plus, puis qui sont dans le fond de classement, qui ont un excellent choix au repêchage, ils peuvent toujours dire on essaie un autre corps arrière, puis on a Jordan Love une autre année, puis on verra. Mais s'ils gagnent quelques matchs, qui sont mal positionnés pour un corps arrière, pourquoi pas continuer avec Love? Les receveurs vont prendre l'expérience, lui aussi. Il coûte pas trop cher pour l'an prochain. Je vois pas de mal à le ramener là, pour 2024. Tu reconnais ce son? Absolument, j'étais prêt. C'est le moment, Robin. Robin qui poursuit la tradition de nous envoyer des questions. La plupart du temps compréhensibles. Faut donner ça à Robin. La plupart de ces questions sont compréhensibles. Es-tu d'accord? Ben oui. Voilà. Absolument. Il y en a qui ne le sont pas. Mais la plupart le sont. On va commencer. Écoute, puis là, en plus, cette semaine, tu sais que c'est souvent moi sa tête de turc, là, mais là, il dirige un petit peu vers toi. La lourde perte de Kirk Cousins pour les Vikings et son remplacement par une jeune recrue, un choix de 5e ronde, ainsi que l'article de Stéphane dimanche concernant les quarts qui tombent comme des mouches, m'amène à vous questionner sur les quarts arrière substituts. Outre les 49ers, qui dans tous leurs atouts ont peut-être le meilleur QB de relève, il parle de Sam Darnold, je sais pas, peut-être que tu vas être d'accord, peut-être pas. Parmi les principales équipes qui peuvent se rendre en série, lesquels sont les mieux et les moins bien garnis en quart arrière de réserve? Et il t'offre ses condoléances pour la perte de ton QB au pire moment. Merci pour les condoléances. Enfin, quelqu'un qui pense à moi. Non, moi, je le vois pas comme une pointe à mon endroit. J'en ai que je le vois comme une marque d'affection, au contraire. De la part de Robin. Tu penses que Robin, il t'aime? Il est concerné là, par mon malheur, franchement. Le monde nous écoute. Non, ça a l'air à l'avoir touché suffisamment pour qu'il prenne la plume. Ben oui, c'est ça. Donc, Kirk Cousins, écoute, c'est triste, mais bon. Pour les carrières substituts, c'est une bonne question parce que ça peut sauver ou scraper une saison. Tu sais, regarde les Ravens, par exemple. L'an passé, quand Lamar s'est blessé, Tyler Huntley, ça a été assez pénible, merci. C'est encore lui le réserviste, donc je les mets certainement pas dans la bonne catégorie. Tu es en train de parler du gars qui s'est rendu au match des étoiles, là? Au Pro Bowl? Écoute, c'était tellement ridicule. Ça, c'était la Pro joke de l'année. Bowler, monsieur. Un Pro Bowler, ben oui. Tu sais, dans les bonnes situations, effectivement, Sam Darnold avec les Niners, c'est quand même intéressant. S'il devait arriver de quoi à Dak Prescott, on a vu que Cooper Rush, pour une courte période, peut faire le travail, sauver quelques matchs ici et là. Ça peut être très important. Les Eagles, si Jalen Hurts aggravait sa blessure au genou, c'est qui prendrait sa place? Qui? Marcus Mariota qui reprendrait de l'action. Encore là, c'est un gars, sans dire qu'il a une belle grosse carrière, là, c'est un gars l'année passée qui a été chercher quelques games avec les Falcons, donc tu tombes pas dans la rue du jour au lendemain non plus. Mais il y a des équipes pour qui ça serait la fin du monde. Si Josh Allen tombe, c'est Kyle Allen le partant.
Si Trevor Lawrence tombe à Jacksonville, on va remettre le ballon à CJ Beathard. Si Patrick Mahomes se pète une cheville, c'est Blaine Gabbert qui va le remplacer. Écoute, là, il y a beaucoup de situations comme celle-là qui sont très, très, très fragiles. Tu sais, les Lions, si Jared Goff devait tomber, on embarquerait Teddy Bridgewater, qui, lui, est pas capable de rester sur le terrain plus que 4 minutes. Sans se blesser. C'est ça. Fait que, il y a des situations très fragiles à gauche, à droite. On souhaite pas de blessures au partant, là, mais il y en a qui sont quand même mieux organisés que d'autres. Ouais, mais il y a personne... Écoute, tu vas peut-être me dire que je vais te faire plus de peine que Robin, là, mais à entendre les noms que tu me viens de me dire pour l'ensemble des équipes qui ont des bonnes fiches, ben, c'est pas... Tu sais, il y a certains corps arrière qui ont eu des semi-succès ou des départs dans la NFL, mais on dirait que l'équipe la moins bien garnie, c'était les Vikings. Ben, forcément, parce que c'est une recrue qu'on connaît pas tellement, Jaren Hall. Là, bon, ils ont été chercher Dobbs. C'est quand même une police d'assurance. Il y en a toutes ces équipes-là que je viens de me nommer, ils en ont des recrues, là, sauf qu'ils sont troisième. Là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Là, les noms que je t'ai nommés, là, dans le meilleur des scénarios, ils vont aller chercher quelques matchs. Mais si ton corps se blesse à long terme, puis écoute, le destin de ta franchise vient de s'écrouler complètement. On peut bien là, s'attarder sur les backup QB, mais la vérité, c'est que si tu perds ton QB... Je te parlais de Cooper Rush, exemple. Si Dak Prescott se fait une entorse à la cheville qui rate 2 semaines, Cooper Rush est capable. Mais si Dak Prescott se casse une jambe, sa saison est finie. C'est terminé, les Cowboys. Là. C'est très difficile, les situations de substituts, d'avoir des bons substituts. Tu sais, Sam Darnold est intriguant parce que pour la première fois de sa vie à San Francisco, il tombe dans une bonne situation offensive. Fait que tu te dis, qu'est-ce que ce gars-là pourrait faire dans le système de Kyle Shanahan? C'est intriguant. Mais écoute, encore là, encore 3 games comme ça de... Non, mais 3 games comme ça de Brock Purdy, puis il a peu besoin d'une blessure pour voir le terrain, peut-être. Là. Effectivement, situation à surveiller, mais les Niners, pour l'instant, doivent avoir pleinement confiance en Purdy. Tu peux pas commencer à jouer sur sa confiance, à le tasser, à mettre l'autre une demi. Ils mettent beaucoup d'efforts pour garder sa confiance à un bon niveau. C'est ça. OK, merci à tous. Merci Robin, merci à vous d'avoir posé vos questions encore cette semaine. Il y en a plusieurs qu'on n'a pas pu traiter, on les garde, vous pouvez nous les reposer la semaine prochaine, ça va nous faire plaisir de vous répondre. La meilleure façon de nous envoyer vos questions, vous pouvez nous interpeller sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Vous pouvez aussi, surtout, vous mettre membre de notre groupe Facebook Nos précieux conseils de fantasy football. On commence à être du monde. 1000. Ah ouais, non. On a une communauté très active, puis le fun, puis on pose des questions, puis on essaie de vous répondre le plus possible. Donc, Nos précieux conseils de fantasy football sur Facebook, et venez nous rejoindre. On parle beaucoup de fantasy, mais on peut parler de tout ce que vous voulez comme actualité football. Et vous pouvez bien sûr nous écrire par un courriel à l'adresse suivante. La zone payante à commercial québécoismedia.com. On en reçoit pas mal, c'est bien le fun. OK, merci Steph. On prend une pause. Et après la pause, c'est le temps de se rendre au bar. On est de retour pour la chronique au bar. Je vais commencer, si tu veux bien, Steph. Ah ouais, vas-y, il faut que ça fasse mal. Mais honnêtement, moi, j'avais beaucoup de... J'étais fier de ma semaine de prédiction, parce que ça allait bien. Puis, en plus, les Giants, que j'étais pas mal seul à avoir pris, étaient en train de remporter leur match. Jusqu'à ce qu'il y ait une décision. Écoute, je sais pas ce que toi t'aurais fait comme entraîneur. C'était 4-1. Robert Saleh, à la fin du match, a dit moi, j'aurais fait la même chose que Brian DeBoll. Là, j'aurais botté. Je serais allé chercher un touché parce que c'était 13-10. Il restait moins de 25-26 secondes, je pense. Ils ont eu 24 secondes. Après ça, les Jets pour reprendre le ballon. Plus de temps d'arrêt. Ça aurait fait 16-10. Et là, Geno a raté son deuxième placement du match, un placement de 35 verges, pour mettre ça 16-10.
j'étais vraiment fru. Parce que ce genre de raté-là, là, même si le corps arrière de l'autre équipe a pas fait un estifi de jeu de la game, là, c'est sûr qu'il va traverser le terrain, même si c'est le on le sent, hein, dans ce temps-là. QB. Ah, ça, c'est écrit dans le ciel. On le voit venir dans ce temps-là. Il y a comme un boost, une énergie qui... Non, c'est ça. C'était sûr. Là. C'était écrit dans le ciel. Le momentum change. L'autre corps arrière repogne le ballon. Là, tout le monde est craqué. C'est sûr qu'il va traverser. C'est sûr qu'il va se rendre. Comme de fait, freaking Zach Wilson, là, pas Tom Brady ou Patrick Mahomes. Là. Ouais, c'est ça. Il est allé chercher 46 verges qu'il manquait pour un placement, ce qui a donné le match, ce qui a amené le match en prolongation et ce qui a fait en sorte que les Jets, après ça, sont allés gagner en prolongation. Parce que notre ami Geno, il a manqué son placement de 35 verges, puis je regardais un peu, là. C'en est un... Je comprends pas pourquoi il est encore dans la ligue, Geno. Là. C'en est un qui en manque souvent, des faciles, des importants. La seule chose que je vais lui donner, là, c'est que j'ai comme lu un peu sur ses bottées passées, là, toutes les games qu'il a perdues à lui tout seul. Tu t'es documenté sur Graham Gano. Je me suis documenté sur Graham Gano. Je vais t'envoyer au bar si tu continues. Et notre ami Gano, souvent, ce qu'il faisait, c'était blâmer le vent ou dire que c'était une mauvaise passe, puis qu'il continuait d'avoir confiance, etc. Mais là, je l'envoie au bar pareil, là. OK. Mais il a pris une responsabilité. Il a dit qu'il prenait tout ça sur ses épaules puis que c'est lui qui avait un kicker, c'est rare, tu sais, qui prend ça parce que tu sais c'est des gens assez superstitieux ou comme full confiants ou personnalité weirdo. Mais là, j'avoue que là, pour une fois, parce que c'est pas dans son habitude, il a pris la responsabilité. Fait que je vais être généreux. Parce que là, j'ai voulu l'envoyer pour boire un espèce de drink pas buvable parce qu'il m'avait fait de la peine. Mais là, je vais l'amener au bar puis je vais lui dire prends la bière que tu veux, une seule, puis tu t'en retournes à la maison, puis tu remets ton petit stand à botter, là, puis t'en kicks toute la semaine. Là, tu vois, là, j'ai pas pris les Giants cette année, cette semaine. Jusqu'à temps que tu déchires. La prochaine fois que je prends les Giants, qui ratent pas un placement de fin de game pour soit donner la victoire ou pour sceller le deal, parce que là, je vais lui faire boire de la slotch. Oh. Fâché, là. Là, tu lui ordonnes de pratiquer jusqu'à temps qu'il déchire son petit filet, là. Puis s'il avait réussi son kick, tu serais 12 en 16 et je serais 12 en 16. Mm-hmm. Là, t'es 13 en 16, je suis 11 en 16. C'est ce cher Graham Gano qui a fait de la différence cette semaine. Moi, j'ai rien contre Graham Gano. Là. Si tu me demandes mon avis, je peux même y en payer une deuxième, une bière, si tu veux. Là. Non, moi, c'est une bière, puis tu retournes à ton stand, puis tu bottes. N'importe quand tes poteaux. C'est toi qui décides, mais moi, je suis ouvert. C'est ma tournée. Qui t'a envoyé au bar, toi, le gros? Moi, ça va être Ryan Poles, DG des Bears. J'ai un autre gars dont je ne me retiendrai pas le nom. Ouais, mais là, écoute, ça c'est mon devoir, retenir les noms. Oui, mais les Bears, je me suis dit que cette année, j'en retiens pas un nom. L'année prochaine, peut-être. Ryan Poles, bon, écoute, moi, j'aime pas la transaction. Tu vas chercher Montez Sweat. Rien contre Sweat, c'est un bon joueur de foot. Je suis pas sûr qu'il est extraordinaire. La question est pas là. Les Bears, c'est pas un club qui est prétendant, on s'entend. C'est pas un club qui est près de quelque chose de gros. Je pense que même l'année prochaine, ça pourrait être difficile, surtout si la situation du corps arrière est pas réglée. Là, tu donnes un deuxième choix pour Montez Sweat. C'est un gars qui a jamais eu... choix? Ouais, puis c'est un gars qui a jamais eu plus que 9 sacs dans sa carrière jusqu'à maintenant. Il était très bien entouré à Washington avec Chase Young, avec Darren Payne, avec Jonathan Allen. Il va arriver à Chicago, c'est pas du tout la même situation. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose que j'aime pas, c'est que t'es un club en reconstruction. C'est la deuxième année de suite que tu donnes un deuxième choix très élevé. Rappelle-toi l'année passée, pour Chase Claypool. Ils avaient donné leur choix de deuxième ronde. Ça avait fini par être le choix 32 des Steelers. Puis les Steelers avaient repêché Joey Porter Jr., qui est
très très bons jusqu'à maintenant, comme demi de coin recru. Ça veut pas dire que chaque deuxième choix devient très bon, c'est pas ça. Mais quand t'es un club en reconstruction, essaie de les accumuler plutôt que de les échanger. J'aime pas cette stratégie-là, je sais pas trop où on s'en va. Est-ce qu'on reconstruit? Est-ce qu'on va essayer de chercher des vétérans? Non, Il y a on comme s'entend pas que les Bears, ils auraient dû être vendeurs. Là. C'est un peu absurde. Moi, là. c'est ce que je pense, sans dire de faire une vente de feu, parce qu'à un moment donné, il faut que tu ailles certains piliers qui restent. Là. Je comprends pas la stratégie 2 années de suite quand t'es dans cette situation-là d'échanger des choix de deuxième ronde. Puis c'est pas comme si les Bears vont finir avec qui échangent un choix de deuxième ronde qui va être le 58e. Là. Ça va probablement être le 34, 35e choix, quelque chose de même. Tu sais, c'est de l'or en barre, honnêtement. Donc, je vais servir à monsieur le DG un Polar Bear cocktail. Le cocktail de l'ours polaire. Pourquoi? Ben, c'est parce que je me demande s'il est gelé. Ça n'a pas de bon sens. Faut qu'on m'explique la ligne directrice des Bears. J'aime pas ce que je vois. Je te dis pas que Sweat sera pas un bon joueur, mais c'est le moment où on fait la transaction puis le prix payé que j'aime moins. Fait que le Polar Bear Cocktail, c'est, attends un peu que je regarde, 1 once et demi de mezcal, 3/4 d'once de vermouth blanc, 1 demi-once de crème de menthe. Bah! Ça a pas l'air très bon, ça a l'air fort. Un Polar Bear. Ouais, c'est un Polar Bear. C'est vraiment un cocktail, c'est vérifiable. Tout ce qu'on dit vient de sources très 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 sérieuses. Je tiens à le préciser. Donc, au bar, monsieur Ryan Pauls. Merci, Steph. Merci à vous d'avoir été là encore cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone Payante. D'ici là, bon dimanche de football. Et on se revoit dans une semaine. Bye bye.